Plus de 500 atteintes contre la presse, dont 5 journalistes tués durant le premier mandat de Félix Tshisekedi. Rapport de la structure Journalistes en danger publié à l'occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Le GED dit déplorer les promesses non tenues du président de la République. Au sujet des Jeux de la francophonie, la délégation du Comité international des Jeux de la francophonie a achevé ce jeudi sa mission sur l'audit d'une partie des dépenses de 9e Jeux de la francophonie. Aucun détournement n'a été constaté sur le budget opérationnel. Le point sur l'actualité, bienvenue dans ce journal sur Télé 50. C'est ce jeudi la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Le GED, dans un rapport, fait état de plus de 500 atteintes contre la presse, dont 5 journalistes tués durant le premier mandat du président Félix Tshisekedi. Et pour cette période électorale qui est aussi pénible pour les journalistes, le GED estime que la sécurité des journalistes est l'une des clés essentielles de la réussite d'un processus électoral fiable et transparent. L'organisation a par ailleurs demandé la libération du journaliste Stanis Boujakera, victime d'un acharnement judiciaire, dit-elle. C'est en effet un rapport bilan de la liberté de la presse sous le mandat de Félix Tshisekedi. Un rapport que le GED a profité publier à l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, une journée adoptée il y a de cela 10 ans, en décembre 2013, par l'Assemblée générale des Nations unies. L'organisation de défense des droits des journalistes n'y est pas allée de main morte. Le quinquennat, considéré comme celui de tous les espoirs et de la rupture, ne l'est pas en tout cas. Le GED a déploré les promesses non tenues du nouveau président et dit constater qu'aucune action d'envergure n'a été prise pour rendre plus sûr l'exercice du métier de journaliste en dépit de l'adoption d'une nouvelle loi sur la presse, rapport qui n'a jamais été par ailleurs publié au journal officiel. En réalité, Félix Tshisekedi a au cours de son mandat semblé montrer un rapprochement avec les corporations des journalistes et son gouvernement ou ses proches ont même financé certaines grandes messes, mais dans la pratique, la condition du journaliste ne s'est vraiment pas améliorée. Conséquence pour le GED, 523 cas d'attaques diverses contre la presse, dont 5 journalistes tués, au moins 160 cas d'arrestation des journalistes, plus de 130 journalistes et professionnels des médias victimes de menaces ou des violences physiques, 123 cas des médias attaqués, fermés ou des émissions interdites. L'Est de la RDC a été particulièrement plus meurtrier pour les journalistes. Au moins 3 d'entre eux ont été tués et 1 porté disparu, alors que les enquêtes annoncées n'ont jamais été diligentées. Le GED a déploré aussi la répression contre les journalistes et les médias en cette période électorale. Au moins 3 journalistes se trouvent actuellement en prison. Patrick Lola, Blaise Mabala et le cas le plus emblématique, Stanis Boujakera. S'agissant de ce dernier cas pour le GED, il s'agit vraisemblablement d'une affaire plus politique que judiciaire. Le procès Salomon Kalonda s'est poursuivi ce jeudi 2 novembre à la prison de Ndolo en l'absence du prévenu compte tenu de son état de santé qui s'est aggravé. Ses avocats sollicitent 3 mois pour que leur client soit sérieusement soigné. La Cour va se prononcer le 8 novembre prochain sur la demande de la défense. La poursuite ces jours du procès de Salomon Escadela à la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant à la prison militaire de Ndolo. Comme lors de l'audience du 16 octobre dernier, les prévenus étaient absents pour des raisons de santé. Il est pris en charge en dehors de la prison. La cour a lu séance tenante la correspondance adressée par le médecin responsable de la clinique pour signifier l'impossibilité d'extraire Salomon Kalonda de l'hôpital en vue de comparaître. L'officier du ministère public sollicite la tenue d'une audience foraine à l'hôpital. Tandis que la défense, qui pour des raisons humanitaires, sollicite une très longue remise à 3 mois pour permettre à l'aide client le cas de se rétablir. Ces documents est également parvenu au ministère public qui en a pris conscience, mais qui a tout de même sollicité la tenue d'une audience à l'hôpital. Une contre-expertise médicale a été effectuée sur l'état de santé de Salomon Kalonda et selon la défense, la situation critique que traverse ce proche de Moïse Katumbi Chapwe s'est révélée vraie.
Ainsi, la défense a sollicité une remise de 3 mois en vue de permettre une bonne prise en charge. Et les temps de la prise en charge clinique. Ici, il y a juxtaposition de ces deux réalités. Et s'agissant d'abord de l'intérêt de la justice, notre client est jusqu'aujourd'hui entre les mains du ministère public. Donc la question ne se pose pas en ce qui concerne ces garanties de représentation. Une décision de la Cour militaire est attendue le 8 novembre prochain concernant les demandes des parties. Salomo Kalonda Idi a été arrêté le 30 mai à l'aéroport international d'Njili à Kinshasa. Depuis son arrestation, ses avocats contestent les accusations portées contre lui. Matata Ponyo, une vie, une ambition, de la pauvreté au pouvoir est le livre qui fait l'objet du vernissage du parcours de l'ancien Premier ministre. Le candidat président retrace les défis majeurs auxquels il a fait face dans son parcours. Il ne cesse d'émerveiller le monde scientifique, littéraire et politique. Le candidat Matata Ponyo vient de mettre sur le marché un nouvel ouvrage autobiographique captivant. Matata Ponyo Mapon, une vie, une ambition, de la pauvreté au pouvoir, touchant les phases importantes de sa vie, de son humble enfance à son ascension fulgurante jusqu'à son accession à la primature. Les résultats que nous avons atteints, ce qu'on est devenu assumer des responsabilités publiques. Matata Ponyo révèle les secrets au travers cet ouvrage, des défis surmontés en dépit des embûches durant son parcours. Après l'école primaire et secondaire, je me suis retrouvé d'abord à l'université de Lubumbashi, où j'ai fait les graduats en sciences économiques, et puis après à l'université de Kinshasa, où j'ai fait la licence et j'ai été proclamé licencié en économie monétaire. Après un aperçu général de l'auteur du livre Matata Ponyo, les recteurs de l'UPC a porté sur les fonds baptismaux cet ouvrage à la satisfaction de l'assistance venue de tous les horizons politiques, ministres, députés, sénateurs, journalistes, activistes de la société civile, professeurs, magistrats, étudiants et chercheurs. Amen. Matata Ponyo, l'homme à la cravate rouge, candidat président de la République démocratique du Congo, né en 1964, ancien Premier ministre, l'homme pour qui les bilans plaident en sa faveur est réclamé par les Congolais pour sa rigueur dans la gestion de la chose publique. Vous le savez, le week-end dernier avait été marqué par des chiffres, des millions et des millions de dollars américains qui auraient été déboursés pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Le ministre des Finances avait déclaré haut et fort que l'événement avait in fine coûté 324 millions de dollars américains au pays, attribuant une légèreté dans la procédure à la Direction nationale des Jeux, des affirmations que cette dernière a rejetées, ou plutôt balayées du revers de la main. Eh bien, la mission de l'EIF chargée d'auditer le budget alloué aux Jeux est à son dernier jour. Il ressort de cette mission aucun détournement. C'est conformément au règlement d'ordre intérieur de l'Organisation internationale de la francophonie que cette mission s'est déployée à Kinshasa depuis le week-end dernier, capitale de la RDC, afin de mener un audit du budget alloué à la 9e édition des Jeux de la francophonie. Le directeur national des 9e Jeux de la francophonie a fait savoir sur son compte Twitter officiel que l'équipe de l'OIF, qui était composée de la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, Madame Zeina Mina, a achevé sa mission d'audit du budget opérationnel des Jeux de la francophonie, chiffré à 20 millions d'euros. L'audit a été mené par un commissaire au compte de la Direction générale des finances publiques françaises avec une note de satisfaction. Il s'agit, d'après les sources proches de la Direction nationale des Jeux, d'un rapport préliminaire basé sur la gestion des fonds alloués aux Jeux. Le rapport définitif devra être rendu public incessamment par l'OIF. La mission de l'Organisation internationale de la francophonie vient ainsi couper court à toute polémique née des propos tenus par les ministres des Finances selon lesquels une somme gigantesque de 324 millions de dollars serait allouée aux Jeux de la francophonie.
Sédhiou. Des affirmations rejetées en bloc par la Direction nationale des Jeux de la francophonie qui a évoqué des dépenses effectuées dans le cadre de la réhabilitation et construction des infrastructures sportives qui sont plutôt à mettre à l'actif du ministre des Infrastructures. Le ministre des Finances a tout simplement entretenu la confusion. Victime d'un contrat qui ne respecte aucune norme entre le gouvernement congolais et l'entreprise privée turque Milvest, les travailleurs de la régie des voies aériennes RVA à travers sa délégation syndicale s'opposent farouchement à la mise en exécution du dit contrat dont la finalité est de pousser la RVA à se désengager de tout son personnel. C'est avec indignation que les agents de la régie des voies aériennes RVA perçoivent les contrats signés entre le gouvernement congolais avec l'entreprise privée turque Milvest. D'après le président de la délégation syndicale de la RVA, Kachwatuka Kabemba Guillaume, ces contrats mettent en mal les employés de la RVA qui seront obligés de quitter l'entreprise publique dès la mise en exécution du dit contrat. Mais en mal dans le sens où quand il sera mis en exécution, et il va demander à ce que cette entreprise, c'est-à-dire la RVA, se désengage de tout son personnel. C'est une disposition que nous trouvons qu'elle est en train de violer la constitution du pays. Plusieurs autorités du pays sont impliquées dans ces dossiers, notamment les ministres des Transports, les ministres des Finances ainsi que le ministre de l'Aménagement du Territoire. Les agents de la RVA dénoncent haut et fort cette mesure car, selon eux, ils violent la constitution du pays mais aussi les codes du travail. Les agents RVA sont à la RVA de par un contrat de travail à durée indéterminée. Il y a des procédures pour que ces contrats-là soient résiliés, mais ce n'est pas pour le cas dans ces contrats-là. Ces agents ne demandent que ces contrats soient abolis et que chaque travailleur de la RVA bénéficie pleinement de ses droits de travail. La désobéissance et l'insubordination caractérisent la bourgmestre de la commune de Chituro dans le dossier sur la redevance minière de Divine Land Mining. L'intervention du patron de la territoriale, Peter Kazadi, lui-même, suivi de l'implication du gouverneur de province, Jacques Yaboula, sur terrain, ne semble pas l'avoir raisonné. Résumé de l'affaire depuis le tout début dans ce reportage. Rebondissement du contentieux lié à la redevance minière Divine Land Mining entre les communes de Likasi et de Chituro dans la ville de Likasi, deuxième ville de la province du Haut-Katanga. Aux dernières nouvelles, les deux ETD ne s'accorderaient pas depuis l'avènement de la nouvelle équipe dirigeante dans la commune de Chituro. Alors qu'il y a peu seulement, apprend-on que les autorités, tant en province qu'au niveau national, auraient déjà tranché. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, et le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katwe. Seul bémol, Chituro, par l'entremise de la nouvelle bourgmestre, voudrait s'accaparer la part de Lyon, sinon toute la part. En effet, pour ce qui concerne cette entreprise, entendez Divine Land Mining. L'extraction s'opère à la fois dans la commune de Chituro et celle de Likasi, tandis que les opérations métallurgiques se font dans la commune de Chituro. L'extraction étant principale, tandis que celle des transformations est secondaire, les experts auraient convenu dans la répartition telle que Chituro devrait bénéficier de 65% de la redevance et Likasi 35% en exécution du décret numéro 22/20 du 13 mai 2022 fixant les modalités de collecte, de répartition, des gestions et des contrôles des quotités de la redevance minière versée aux provinces et aux ETD à en croire ces documents à notre possession. Saisi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aurait rappelé le gouverneur de province l'importance de l'application de cette disposition. La bourgmestre de Chituro s'y serait opposé. Le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katwe, aurait insisté jusqu'à effectuer à 2 reprises des descentes sur Likasi. La dernière date du 12 octobre de l'année en cours, sanctionnée par un procès verbal. Et jusqu'à ce jour, la bourgmestre refuserait toujours de se conformer. À Kalemi, dans la province du Tanganyika, le gouverneur Julie Ngongwa a ouvert une série de descentes sur des marchés et écoles publiques afin de s'imprégner des difficultés récurrentes et orienter l'action de son gouvernement déjà pérenne vers les projets à impact visible.
Déterminé à accompagner la vision salvatrice de la gratuité de l'enseignement primaire prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur Julie Ngungo Moyouma, qui se démarque par sa politique de proximité, a passé toute sa journée de ce mercredi 1er novembre dans les banlieues de la ville de Kalemi pour s'enquérir des difficultés qu'endure sa population. À l'école primaire de Kianya, située sur l'avenue Nord-Chaba dans le quartier Bwanakucha, Julie Ngungo Moyouma était consternée de voir les conditions précaires d'apprentissage de ses enfants qui n'ont ni siège ni espace de jeu. Sur place, l'autorité provinciale a instruit son ministre des Infrastructures à travailler de main avec le directeur de l'école afin de trouver d'urgence un terrain sur lequel le gouvernement provincial pourra reconstruire cette école. À cela, le directeur de l'école s'en réjouit. Ça me donne le courage aussi, ça me donne le courage. Un grand merci à notre président de la République, il vient de faire l'exception. Au marché Luchimba, un domaine public servant des commerces pour les habitants de l'avenue qui porte le même nom, l'autorité provinciale a simulé son grand projet de construction de marchés publics à travers la ville de Kalemi, à l'instar de celui de la Lukuga, dont les travaux s'affichent évolutifs. Face aux vendeuses de ce marché de plus de 40 ans d'âge, Julie Ngungo Moyouma veut voir des actions orthodoxes où l'État contrôle la conformité pour un intérêt durable de la population. Ces hommes et femmes usagers de ce marché, longtemps flattés par les politiciens durant les périodes électorales selon leurs propres termes, jettent l'air dévolu au gouvernement provincial pour avoir un marché de qualité dont les travaux sont annoncés de facto à l'aube de la visite de l'autorité. Dans le Haut-Uélé, pour finir, le gouvernement provincial octroie un lot de 50 motos aux chefs de division et des services de l'administration publique basés au sein de l'entité. C'est le ministre provincial de la fonction publique, Françoise Songofoué, qui a, au nom du gouverneur de province, Christophe Bastiani-Nanga, remis ces engins roulants aux bénéficiaires. 19 jours après sa rencontre avec les chefs des divisions et des services déconcentrés basés dans sa juridiction, tenue le 11 octobre dernier, c'est finalement ce 29e jour du même mois que le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Bastiani-Nanga, honore sa promesse de doter à ses hôtes des moyens de locomotion. Ici dans l'enceinte du gouvernorat Aïsiro, c'est le ministre provincial de la fonction publique, François Songofoué, qui procède à la remise de ces engins roulants. Sur base des besoins exprimés par les chefs de division des services déconcentrés qui existent présentement dans notre province. Nous en avons 50. De leur octroyer 50 motos marquées Audi pour mobilité afin de descendre au fin fond des territoires pour conscientiser leurs agents sur le bon fonctionnement de l'administration. Avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut renforcer l'administration publique par la jeunesse, il se donne aussi la peine de donner des mobilités, comme il se bat pour améliorer aussi les traitements des salariés congolais. Dans cette détermination de viabiliser l'administration publique, basée dans le Haut-Uélé, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Christophe Bastiani-Nanga a pu équiper, en moyen de locomotion, plusieurs autres structures de l'État, notamment les PST, l'administration territoriale et bien tant d'autres. Avec ce type de dotation, le travail d'itinérance est plus que jamais facilité, de quoi renforcer davantage l'autorité de l'État à travers la province. Et place à présent au rappel des principaux titres. Plus de 500 atteintes contre la presse, dont 5 journalistes tués durant le premier mandat de Félix Tshisekedi. Rapport de la structure Journalistes en danger, publié à l'occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Le GED dit déplorer les promesses non tenues du président de la République. Et au sujet des Jeux de la francophonie, la délégation du Comité international de Jeux de la francophonie a achevé ce jeudi sa mission sur l'audit d'une partie des dépenses de 9e Jeux de la francophonie. Aucun détournement n'a été constaté sur le budget opérationnel. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.